Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est importante, qui est tout simplement les opérations portant sur le fonds de commerce. Le fonds de commerce peut faire l'objet de plusieurs opérations. Il s'agit d'un meuble incorporel qui nécessite un régime formaliste afin d'assurer la protection des intérêts en présence, notamment la protection contre l'insolvabilité de l'acquéreur, le dol des vendeurs et surtout la protection des tierces. Les opérations sur le fonds de commerce sont la cession, c'est-à-dire la vente, le lotissement, l'apport en société et la location-gérance. Maintenant, on va procéder à l'étude de la première opération qui peut porter sur le fonds de commerce, à savoir la location-gérance. Les mots location-gérance et gérance libre sont synonymes. Ils désignent un contrat de bail mobilier, et plus précisément l'opération par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce, qu'on appelle bailleur ou loueur, donne ce fonds de commerce en location à un preneur nommé gérant libre ou locataire. Ce dernier a la qualité de commerçant. Il est inscrit au registre de commerce et il exploite le fonds sous sa responsabilité et verse au loueur des redevances, c'est-à-dire un loyer. Il faut distinguer entre la location-gérance et la gérance salariée. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire dans le cas de la gérance salariée, un salarié lié à l'employeur par un contrat de travail gère le fonds de commerce pour le compte des propriétaires de ce fonds, qui est seul commerçant et supporte seul les risques et pertes d'exploitation. La gérance salariée se rencontre notamment dans le secteur des magasins à succursales. C'est une situation qui relève des droits du travail et non pas des droits commerciaux. La location-gérance présente plusieurs intérêts. On peut citer à titre d'exemple, le fonds de commerce sera mis en location lorsqu'elle a été hérité par un mineur ou lorsqu'un commerçant est frappé d'une incapacité. La location-gérance est un moyen de reprise des entreprises en difficulté. Enfin, la location-gérance a permis le développement de certaines entreprises qui exploitent des réseaux de distribution et écossent ce contrat d'exclusivité des produits qu'ils fabriquent ou distribuent. Le propriétaire des fonds qui est dans ce dernier en location-gérance perd la qualité de commerçant. Il est tenu de toutes les obligations des droits communs des bails, les obligations de délivrance et de garantie qui lui interdiront à l'avenir de faire concurrence à son locataire. C'est au bailleur, parce qu'il est propriétaire des fonds, qu'il reviendra en outre de demander le renouvellement du bail commercial. Le locataire gérant de son côté acquiert par son contrat la qualité de commerçant. Il en a toutes les obligations. Il gère à ses risques et périls le fonds de commerce dont il supporte les pertes et perçoit les bénéfices. Le contrat de location-gérance ne peut pas être cédé par le locataire gérant. C'est un contrat précaire qui ne comporte pas droit au renouvellement ou à indemnité. Par ailleurs, les dettes intérieures au contrat de location-gérance n'incombent qu'au bailleur. Le bailleur des fonds est également solidairement responsable des dettes contractées par le locataire gérant pour l'exploitation des fonds, tant que la publication des contrats de la location-gérance n'a pas été faite pendant les 6 mois suivant cette publication par un avis dans un journal d'annonce légale. À l'issue de ce délai, les dettes contractées par le gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce incombent au seul locataire gérant. Maintenant, on va aborder la deuxième opération qui peut porter sur le fonds de commerce, c'est la vente du fonds de commerce.
La vente ou la cession d'un fonds de commerce peut porter, selon le cas, surtout aux parties des éléments énumérés ci-dessus, marchandises, droits au bail, etc. Toutefois, l'achalandage et la clientèle formant les éléments essentiels doivent toujours être compris dans une vente des fonds de commerce. La vente des fonds de commerce est régie par des règles de droit commun et sur certains points par des normes particulières. Pour la validité du contrat de la vente de fonds de commerce, il faut remplir certaines conditions de fonds et conditions de forme. Les conditions de fonds sont destinées à protéger les parties, tandis que les conditions de forme et de publicité se préoccupent quant à elles de la situation de l'acquéreur et du tierce. Les conditions de fonds obéissent aux règles de droit commun en matière de contrat. On peut distinguer parmi ces conditions de fonds qui doivent obligatoirement être respectées la capacité. La vente des fonds de commerce est toujours un acte de commerce. La capacité est toujours requise pour le vendeur et non pour l'acheteur. Le consentement doit être exister et doit être exempt de vice de consentement. Troisième élément obligatoire, c'est l'objet. C'est un bien délimité du fait qu'il comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage et au moins un ou plusieurs autres éléments qui servent à les rallier. Et le quatrième élément de validité de contrat de vente, c'est le prêt qui est la contrepartie de la cession. Ce prêt doit être réel et sérieux. Un prêt dérisoire dissimule généralement soit une atteinte aux droits des créanciers, soit une fraude fiscale pour éviter les droits de mutation. En ce qui concerne les conditions de forme, la vente des fonds de commerce doit être constatée par écrit, en la forme authentique ou sous seing privé. L'acte doit mentionner le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris sur le fonds, s'il y a lieu le bail, sa durée, sa date, le montant des loyers, le nom et l'adresse du bailleur. Et enfin, l'origine de la propriété des fonds de commerce. En cas d'omission des mentions énumérées à l'article 81, l'acquéreur peut demander l'annulation du contrat, si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. Ainsi, en cas d'inexactitude, l'acquéreur a le choix entre l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude lui a porté préjudice. Ainsi, afin de protéger les tierces, la loi a organisé une publicité qui leur permet d'être au courant de la vente des fonds et de faire valoir leurs droits. Après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou exemplaire de l'acte sous seing privé doit être dans les 15 jours de sa date déposé au secrétariat greffe du tribunal dans le ressort duquel exploiter le fonds, le principal établissement des fonds, si la vente comprend des succursales. Un extrait de l'acte est inscrit au registre de commerce et publié en entier et sans délai par le secrétaire greffier aux frais des parties, au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale. Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le 8e et le 15e jour après la première inscription. Plutôt après la première insertion. À défaut de publicité, la vente est inopposable aux tierces. Les créanciers des vendeurs peuvent réclamer à l'acquéreur le paiement de leurs créances à concurrence des prêts de vente même si l'acquéreur a déjà payé au vendeur. La publicité de l'acte de vente est destinée à permettre aux créanciers des vendeurs, principalement les créanciers chirographaires, c'est-à-dire les créanciers ordinaires qui n'ont pas
qui ne sont pas privilégiés par rapport à d'autres créanciers qui ont un hypothèque ou un nantissement. D'être informés de la vente des fonds de commerce pour qu'ils puissent agir à temps pour faire valoir leurs droits en s'opposant à la vente ou de faire une surenchère. En effet, les créanciers nantis, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce, n'ont rien à craindre parce que du fait de l'inscription de leur gage, la vente ne peut pas se faire sans eux. Mais pour les créanciers chirographaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de garantie particulière, ils sont inconnus de l'acquéreur, ce qui fait que le vendeur peut vendre son fonds, encaisser le prêt sans qu'il puisse prétendre au paiement de leurs dettes. Les créanciers peuvent faire opposition dans les 15 jours suivant la dernière publicité. Ils peuvent former opposition au paiement des prêts de vente par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire greffier du tribunal de commerce. Ainsi, l'article 94 du Code de commerce permet aux créanciers chirographaires qui ont formé opposition et aux créanciers inscrits de demander au tribunal de mettre le fonds de commerce aux enchères publiques en offrant de payer le prêt de vente déclaré des seuls éléments incorporels augmentés du 6e. Cette technique est destinée à contrecarrer les fraudes et les dissimulations du prêt. En ce qui concerne les effets de la vente des fonds de commerce, il y a des effets à l'égard des vendeurs et des effets à l'égard de l'acquéreur. Pour le vendeur, ils sont en nombre de 3. L'obligation de délivrance. Le vendeur doit mettre les éléments des fonds à la disposition de l'acheteur et le présenter notamment à la clientèle. La deuxième garantie, c'est la garantie des vices. En dehors de la garantie des vices soumise au droit commun de la vente, le vendeur garantit à l'acheteur l'exactitude des mentions insérées dans l'acte de commerce, c'est-à-dire dans l'acte de vente. La troisième obligation, c'est l'obligation de garantie. L'obligation de garantie des vendeurs prend la forme d'une obligation de non-concurrence, ce qui se traduit généralement par l'insertion dans le contrat de vente d'une obligation de non-rétablissement. Les obligations à l'égard de l'acquéreur, on peut distinguer le paiement des prêts. Le paiement des prêts peut se faire soit au comptant, soit à crédit. Le Code de commerce de 1996 a conféré au vendeur à crédit deux garanties, un privilège spécial qui lui permet d'obtenir le paiement des prêts et une action résolutoire qui lui permet d'obtenir l'annulation de la vente. Donc, en ce qui concerne le privilège du vendeur, ce privilège est mentionné dans l'acte de vente. Il doit être inscrit au registre de commerce dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'acte à peine de nullité. Si l'acte de vente indique seulement un prix global, le privilège ne garantit que les éléments incorporels. Si le prix de vente est sectionné, c'est-à-dire il est divisé en éléments incorporels, matériels et marchandises, le privilège grève tous les éléments. En cas de vente, le vendeur jouit d'un droit de préférence et d'un droit de suite, opposable à tous les créanciers. Le droit de préférence lui permet d'être payé sur le prix tiré de la revente amiable au forcé des fonds, si l'acheteur ne le règle pas. Ainsi, le vendeur peut intenter une action résolutoire pour annuler la vente du fonds de commerce s'il n'a été pas payé. Donc, la vente étant un contrat synalgmatique, le vendeur impayé peut demander la résolution de la vente et reprendre la propriété de son fonds. L'exercice de cette action est lié au privilège et ne sera possible que si les formalités de publicité des privilèges ont été accomplies.
La troisième opération qui peut donner lieu à un contrat sur le fonds de commerce, c'est l'apport en société. L'apport et la vente des fonds sont deux opérations de même nature. Dans les deux cas, en effet, la propriété des fonds est transmise à titre onéreux. La différence porte sur le mode de rémunération. La vente suppose le paiement des prêts, tandis que l'apport est rémunéré par l'attribution de parts sociales ou d'actions au profit de l'apporteur. L'absence de versement d'un prêt entraîne, en cas d'apport, quelques modifications dans la situation des créanciers. L'apport des fonds en société risque éventuellement de nuire aux créanciers chirographes des fonds. Aussi, la loi exige-t-il que tout apport de fonds de commerce en société soit soumis aux mêmes formalités de publicité qu'au cas de vente. L'acte qui constate l'apport, les statuts de la société, doit contenir les mêmes mentions que l'acte de vente pour protéger les autres associés. Les sanctions sont identiques à celles qui frappent les ventes irrégulières. La publicité de l'apport est analogue, mais la protection des créanciers non inscrits nécessite, puisqu'il n'y a pas de versement d'un prêt, l'observation d'une procédure spéciale. Est prévue ici une déclaration des créances au greffe du tribunal de première instance dans les 10 jours de la publication. Les associés ont alors une option. Ils peuvent accepter ou refuser la reprise des passifs déclarés. Si ces déclarations révèlent des charges trop lourdes grevant le fonds apporté, les associés peuvent, dans la quinzaine suivante et en produisant leur titre, demander la nullité de la société s'il s'agit d'une société en formation ou la nullité de l'apport dans le cas contraire. À défaut de position, la société est tenue des fonds en qualité de caution solidaire avec l'apporteur débiteur principal. Et la dernière opération sur le fonds de commerce, c'est le lentissement. Les nécessités de commerce exigent que le fonds puisse devenir un instrument de crédit. Or, à défaut de toute disposition spéciale, le fonds de commerce étant un bien meuble incorporel, pouvait-il au plus faire l'objet d'un gage avec dépossession des débiteurs. Mais le commerçant dépossédé de ses marchandises ou de son matériel ne pouvait plus travailler. De la naissance de cette technique juridique de lentissement. Le lentissement des fonds de commerce est une sorte de gage sans déposition des débiteurs, c'est-à-dire le débiteur garde la gestion de son fonds de commerce. Le fonds de commerce est un élément important du crédit commercial. Le lentissement des fonds de commerce est donc assez habituellement pratiqué par les établissements financiers. Le lentissement des fonds présente quelques analogies avec l'hypothèque immobilière. Le commerçant demeure à la tête de son fonds, mais il affecte sa valeur économique au remboursement des créanciers nantis. Mais pour la conclusion de ce contrat, il faut l'existence des conditions de fonds. Il faut respecter des conditions de fonds et des conditions de fonds. En ce qui concerne les conditions de fonds, seuls certains éléments des fonds de commerce peuvent être donnés en gage aux créanciers. Ainsi, font obligatoirement partie des lentissements les principaux éléments incorporels, c'est-à-dire le droit au bail, le nom et l'ancien commercial, et enfin la clientèle. Peuvent en faire partie si les signataires du contrat le souhaitent, le matériel, l'outillage, enfin les droits de propriété industrielle. Au contraire, ne peuvent jamais faire partie des lentissements les marchandises des fonds de commerce parce que l'on ne peut obliger le commerçant à aliéner son stock qui est indispensable à la survie de son entreprise. En ce qui concerne les conditions de forme et de publicité, les conditions de forme concernent la rédaction d'un acte authentique au soutien privé enregistré, une inscription
prise dans la quinzaine de l'acte au registre de commerce et dans un registre spécial tenu au secrétariat greffe des tribunaux de première instance dans le ressort duquel le fonds est exploité. Cette inscription qui se périme par 10 ans est renouvelable. Dans le contrat de nantissement, le commerçant reste à la tête de son exploitation. Le créancier nanti dispose quant à lui d'un droit de préférence et d'un droit de suite, ainsi d'ailleurs de quelques garanties annexes. En ce qui concerne le droit de préférence, en cas de non-paiement de l'échéance, le créancier nanti peut procéder à la vente forcée de fonds de commerce. Son droit de préférence lui permet d'être payé avant les créanciers chirographaires et avant les créanciers bénéficiaires d'un nantissement postérieur. En revanche, le privilège des vendeurs, lui, est préférable, tout comme le privilège des trésors publics et celui des frais de justice. Maintenant, le droit de suite qui est accordé aux créanciers nantis. C'est le droit de faire vendre le fonds en quelque mains qu'il se trouve, c'est-à-dire même lorsqu'il a fait l'objet d'une nouvelle cession. Il existe d'autres garanties accordées aux créanciers nantis. Ils sont identiques à celles dont bénéficie le vendeur des fonds. Donc, le créancier nanti devra être informé de l'action en résiliation des bails et de même des déplacements des fonds de commerce, ainsi que de sa transformation éventuelle. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et bon courage. Et merci.